Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. On va revenir sur un événement qui a marqué Bruxelles douloureusement il y a 4 ans, les attentats du 22 mars qui ont fait 32 morts et 340 blessés. De telles attaques de grande envergure pourraient-elles se reproduire en Europe? Et la question du moment, faut-il rapatrier les enfants, leurs mères et les djihadistes partis en Syrie? On en parle avec un des meilleurs spécialistes du terrorisme basé en Europe et avec un député européen très médiatique. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles et d'abord je vous présente Alain Grignard. Merci d'être avec nous, d'autant que vous êtes très rare, très discret dans les médias et pourtant vous auriez pu parader. Le Wall Street Journal vous a présenté comme l'arme secrète de la Belgique contre le terrorisme. Alors, aujourd'hui, vous êtes jeune retraité, mais vous avez passé 35 ans dans la division antiterrorisme. Vous parlez arabe, vous êtes islamologue, vous êtes également professeur d'université. Le 22 mars 2016, est-ce que vous vous souvenez de cette journée? Comment avez-vous appris ce qui se déroulait? Et est-ce que vous vous êtes dit, ça devait arriver? Je m'en souviens très précisément parce que justement ce jour-là, la division avait une opération qui commençait très tôt, à 4 heures du matin je pense, et donc on était au command room pour voir un petit peu le résultat de perquisition. Et puis brutalement il y a eu un flash qui est arrivé en disant qu'il y avait une explosion à Zaventem. Donc au début, une explosion, ça ne devait encore pas dire grand-chose. Et puis on a eu très rapidement la confirmation qu'il s'agissait d'un engin explosif. Et là, ça a été un peu la stupéfaction, bien sûr. Je me souviens directement avoir demandé à mes collègues de prévenir l'OCAM à l'époque, parce que je pensais que s'il y avait une explosion là-bas, ça allait être suivi probablement d'autres actions. Moi, j'envisageais peut-être des mitraillages comme à Paris. Donc c'est clair que là, j'étais au cœur de l'action, vraiment par hasard, au moment de l'explosion. Et ces attentats se produisent 4 mois après les attentats de Paris. Pour faire bref, on peut dire que c'est la même cellule terroriste, Paris et Bruxelles? C'est la même mouvance, c'est clair, c'est la même mouvance. Mais on ne s'attendait pas du tout à avoir quelque chose de cette envergure-là à Bruxelles. Pourquoi Paris? Pourquoi Bruxelles? Paris, donc maintenant, c'est un petit peu tôt pour se prononcer, les jugements ne sont pas encore... les procès ne se sont pas encore déroulés, mais au départ, c'est surtout la France qui est visée, principalement, et Bruxelles, il semble que ce soit finalement par défaut, puisqu'on s'est approché très près, disons, des survivants des différents commandos qui étaient ici en Europe, et pour éviter d'être pris avant d'avoir pu agir contre la France, ils ont agi où ils étaient, donc en Belgique. Mais Bruxelles, c'est aussi le siège des institutions européennes. Un des attentats a lieu à la station métro Malbec, à quelques pas de la Commission européenne. Ça a joué, ça? C'est une supposition. Maintenant, ils ont travaillé, si je puis dire, à Bruxelles parce qu'ils étaient à Bruxelles. Ça aurait été trop compliqué pour eux d'aller commencer à peut-être frapper à Liège ou à Charleroi. Maintenant, le choix de la station n'est effectivement peut-être pas un hasard, mais on n'a pas de conviction par rapport à ça. Alors, un jeune chercheur français, Hugo Micheron, vient de publier un livre sur les djihadistes français. Il déclare en substance que leur berceau, c'est Bruxelles, et en particulier des communes comme Molenbeek, Schaerbeek. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic ou vous parlez de stigmatisation? C'est un peu plus compliqué que ça, en fait, parce que c'est clair que Molenbeek dire que Molenbeek c'est le centre du terrorisme mondial, là c'est un petit peu exagéré, parce que Molenbeek est une commune quand même où c'est quand même plus agréable de vivre à Molenbeek que dans certaines banlieues françaises, ça je pèse mes mots, mais c'est clair qu'il y a eu tout un concours de circonstances qui ont fait que dès les années 2000, des gens originaires du sud de la France, le groupe de Toulouse, ont été en contact avec des Bruxellois qui habitaient dans les ghettos, en fait les ghettos où on retrouve beaucoup de personnes d'origine musulmane, et qu'il y a eu des contacts qui ont été entretenus pendant des années, et que le conflit en Syrie a fait que ces gens se sont retrouvés. C'est un petit peu un concours de circonstances, quelque part. Hein. Mais on dit parfois que Bruxelles est la base arrière ou le ventre mou en Europe du terrorisme.
C'est un cliché qui vous agace? Oui, parce que ça, on l'a entendu. Moi, je l'ai entendu ça depuis le début de ma carrière. Mais en fait, le contre-terrorisme, c'est quelque chose d'assez ingrat parce qu'on attend de nous qu'on arrête les gens avant qu'ils n'aient commis une action, sinon c'est un échec. Alors pendant des années, on a démantelé des réseaux régulièrement. Alors, dans les journaux, parfois, on parlait de ces réseaux démantelés en disant c'est la base arrière. Ben non, parce qu'on en démantelait aussi dans d'autres contrées, en France, en Angleterre, en Italie, etc., en Espagne. Je dis sur les démantelés, c'est qu'on était quand même efficace. Donc ce n'était pas le ventre mou. Il n'y avait pas plus de réseaux chez nous qu'ailleurs. Et géographiquement, déjà, la position de Bruxelles fait un emplacement privilégié. De toute façon, des gens qui partaient d'Angleterre, qui allaient en France, passaient par Bruxelles. Donc il faut éviter de sombrer dans la caricature. Maintenant, on a travaillé relativement dans l'ombre pendant des années parce que les gens ont oublié tous ces réseaux qui ont été démantelés. C'est clair que la catastrophe, disons, qui est survenue d'abord à Paris puis à Bruxelles, là on a oublié tout ce qui avait été fait avant. Nous sommes devenus les plus mauvais du monde, bien sûr, alors que quelques semaines auparavant, avec l'action Verviers, on était considérés comme des gens efficaces. Vous voyez, l'opinion est très versatile, bien sûr. Vous avez dit parfois, avant les attentats, on a sous-estimé le risque du terrorisme et après, on a surévalué ce risque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le terrorisme est un phénomène qui est basé sur l'émotionnel. Le terroriste, lui, il fabrique de l'émotion avec des actions, avec des images, et il vaporise cette émotion, quoi. Alors, je me souviens, pendant des années, moi je parlais avec des patrons à la gendarmerie, d'abord auprès de la police. Le terrorisme, ça n'intéressait pas grand monde. C'était un peu l'original qu'on sortait pour les grandes occasions, parce que finalement, il n'y avait pas de victimes. Bon, ça se passait loin et tout et tout. Et puis alors, après le 11 septembre, là, il y a une réflexion qui s'est quand même amorcée. Et puis après, ce qui s'est passé à Paris, à Bruxelles, à ce moment-là, il y a eu une espèce d'hystérie où on ne voyait plus que du terrorisme, de la radicalisation, etc. C'est Raymond Aron qui, pour moi, a donné une des meilleures définitions du phénomène. Le terrorisme, c'est une action dont l'impact psychologique est sans commune mesure avec l'action elle-même. Alors c'est clair, quand on parle du 11 septembre, là, l'action était absolument extraordinaire, donc l'émotion est à la mesure de l'action, mais maintenant, on n'est plus là, bien sûr, puisque un fait anodin peut déclencher des réactions absolument hors proportion. Si vous allez jeter un pétard à la sortie d'un match de football maintenant, en criant Allahu Akbar, vous allez avoir les gens qui vont être en panique, se piétiner, etc. Donc là, il y a vraiment cet aspect émotionnel qui inhibe, je dirais, la réflexion de la plupart des gens. Ils surévaluent, disons, la menace, etc. Et par contre, ça a un effet stimulant sur une minorité, heureusement, qui va les pousser au passage à l'acte. Ça, c'est un peu le principe. Alain Grigard, à côté de vous, il y a une bonne question et une mauvaise question. Vous prenez quelle enveloppe ? Mais je vais prendre la mauvaise question. La mauvaise question. Allez-y, vous la prenez, vous la lisez à haute voix. Elle est rouge sans en crainte. plus. Avez-vous des secrets que vous ne pouvez révéler à personne ? Par définition, ce sont des secrets, donc je ne peux même pas en parler. Mais vous en avez. Tout le monde en a, bien sûr. Mais des secrets professionnels, je ne parle pas d'autres secrets, bien sûr. Bien sûr, dans une carrière comme la mienne, on est confronté avec des faux secrets, parce que souvent des secrets de polichinelle aussi. Mais il y a des choses qui vaut mieux... disons, tout ce qui peut mettre en danger la vie de quelqu'un ou son intégrité, c'est clair que là, ça doit vraiment être scellé. Alors, on va accueillir maintenant Bernard Guetta. Il est député européen aujourd'hui, mais on le connaît bien sûr principalement comme journaliste. Pendant 27 ans, tous les matins sur France Inter, il a décortiqué la marche du monde. Bernard Guetta, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour. Je vous présente Alain Grigard, monsieur. avec qui vous allez échanger bien sûr. Oui. Mais pour commencer, on a un petit cadeau pour vous. Allons bon. La boîte... que vous allez ouvrir. Mais ça a l'air d'être plus qu'un petit cadeau, dites-moi. Oh, Milou. Milou. Ah ben ça, c'est mon copain. Alors, Milou, parce que j'ai oui. lu que vous rêviez, quand vous étiez jeune, d'être Tintin. C'est vrai, ça ? Ben écoutez, oui, évidemment. D'ailleurs, si je vous emmenais dans mon bureau, chez moi, vous verriez des tas de Tintin, de Milou, tout ça, enfin, des affiches. Enfin, je vis dans Tintin. Mais Tintin m'a appris le monde quand j'étais enfant. Tintin reporter. Tintin reporter, mais les albums de Tintin m'ont vraiment appris le monde. Vous allez à Sofia aujourd'hui. Vous allez au Musée national à Sofia et vous trouvez dans le Musée national tous les portraits des gens
qui sont dans le sceptre d'Ottokar. Le roi, la reine, la cour, etc. Tout y est, tout y est. Les voitures, regardez, l'Amérique, il y a une planche dans Tintin en Amérique où on voit Tintin arriver, la première image d'une seule planche. Hein, la première image, c'est un désert. La deuxième image, on découvre qu'il y a un gisement de pétrole et à la fin, il y a une ville entière qui a été construite en une page. Non, mais c'est formidable. Alain Grignard, je ne vous demande pas si, quand vous étiez jeune, vous rêviez d'être un des deux Dupont. Non, c'est pas vraiment les deux. Je me serais plutôt identifié à Tintin. Quand j'étais très jeune, je voulais devenir archéologue. Mais c'était aussi une espèce de... c'était un peu l'aventure, aussi l'aventure un peu intellectuelle. Donc tournesol? Pas tournesol. Tournesol, c'est un savant. L'archéologue, c'est plutôt un aventurier. Savant, l'archéologue. Bernard Guetta, tout a une fin. C'est ce que vous écriviez dans une de vos chroniques il y a peu de temps. Tout a une fin, même le terrorisme? Tout aura une fin. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est qu'il y a les chaos des mondes arabes. Il faut toujours employer le pluriel et jamais le singulier, car il y a des mondes arabes et non pas un monde arabe, et qu'il y a tout le problème des rapports souvent très malheureux et parfois très conflictuels et parfois rarement, mais parfois très, très, très violent, entre les minorités issues des premières immigrations. Bon, c'est cette jeunesse mal dans sa peau, mal dans ses chaussures, qui n'a pas trouvé sa place dans nos pays. Et évidemment, toute la gamme des tiraillements. Des tiraillements sans gravité aux actes les plus épouvantables que vous évoquiez à l'instant. Ce sont parfois des raisons politiques qui motive un jeune, qui pousse un jeune à devenir radical aujourd'hui, davantage que la religion? Ah, je dirais beaucoup plus. Je crois qu'il y a une islamisation de la violence, qu'il y a une islamisation du ressentiment, du malaise. Et alors, à ce moment-là, oui, on se sert de la religion, mais qui, en vérité, est moins la religion qu'une identité qu'on affirme vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis du pays dans lequel on est né, mais dont on ne se sent pas, à tort ou à raison, à 100% l'enfant. Mais vous dites la géopolitique est relativement importante, effectivement, dans les motivations de ces jeunes qui se radicalisent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus affaire à des radicaux islamisés qu'à des islamistes radicaux. Je le crois. Je le crois profondément. Mais cela étant, soyons honnêtes, soyons lucides, c'est une question qui est très, très débattue parmi les universitaires, parmi les spécialistes de la question, les vrais. Bon, moi, je ne suis qu'un commentateur, qu'un analyste, mais les vrais spécialistes en débattent. Et il y a les deux hypothèses. Il y a la radicalisation de l'islam ou l'islamisation de la radicalité. C'est pas la même chose du tout. Alain Grignard? D'abord, je voudrais rappeler que le terrorisme, ce n'est pas l'apanage, disons du monde musulman, du monde arabo-musulman, hein, c'est clair. Pour moi, le primo movens, c'est quand même les inégalités. Ce sont les inégalités. Ça, c'est clair. Hein. Plus d'une série d'injustices qu'on peut réelles ou supposer, mais souvent réelles. Mais enfin, on ne va pas entrer dans les détails maintenant. Maintenant, concernant la querelle à laquelle vous faites allusion, c'est assez affligeant. Moi, je trouve que des gens, des esprits, disons, brillants, en viennent à s'invectiver dans les journaux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la thèse de l'autre. Et alors qu'en fait, ils ont tous plus ou moins raison. Il y en a qui veulent l'islamisation de la radicalité ou la radicalisation de l'islam. Je pense que c'est un mélange de tout. C'est la rencontre entre une personne, un produit, le salafisme, ok, parfois, et un contexte, si vous voulez, le contexte géopolitique. Mais globalement, c'est un mélange de toutes ces théories qui fabriquent le client. Ce que vous dites, Alain Grignard, c'est que quand un jeune se radicalise, il y a une part de religion, il y a une part de frustration sociale, il y a un sentiment d'injustice par rapport à des dossiers politiques, géopolitiques. C'est un peu un cocktail de tout ça. Oui, c'est un cocktail de tout ça et parfois des choses qui n'ont peu de choses à voir avec ce que vous évoquez. Simplement pouvoir aller justifier des pulsions de violence qu'on a par ailleurs dans son quartier. Donc tout ça, ça peut coexister dans la même personne, à degrés différents. Comment doit-on faire pour éviter de nouveaux attentats de grande envergure, Alain Grignard? Vous avez écrit un article dans lequel vous disiez il faut plus d'imagination. Ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué de résumer en quelques minutes. En fait, ce qu'on constate, c'est que
les actions ont été beaucoup plus violentes et plus organisées quand la clientèle avait une territorialité, c'est-à-dire à l'époque des talibans en Afghanistan, puis ensuite l'État islamique. Donc, entre les deux, ce sont d'autres types de réseaux. Ici, quand ils ont une territorialité, ils projettent, disons, des commandos, entre guillemets, sur le territoire, et là, on est quand même dans une position beaucoup plus difficile. Maintenant, on est un petit peu entre les deux. On est passé des commandos aux loups solitaires, comme on dit souvent. Loups solitaires, ils ne sont jamais solitaires, ceci dit. Et maintenant, pour rebondir sur ce que vous m'avez posé, comme la question que vous avez posée à monsieur, la situation géopolitique, elle est catastrophique, elle est pire que celle qui va précéder l'avènement de l'État islamique. Donc, on peut craindre une réincarnation, effectivement, d'un mouvement sous une forme quelconque, où ce sera toujours Al-Qaïda qui sera l'idéologue, en fait, puisque c'est une variante, l'État islamique. Maintenant, donc, Daesh, Al-Qaïda, c'est un peu la même chose, c'est simplement des appellations différentes. Au niveau, les théoriciens qu'on cite toujours par rapport à l'État islamique, ce sont des gens qui ont écrit à l'époque d'Al-Qaïda, en tout cas en arabe. Mais alors, comment des enquêteurs comme vous doivent faire pour repérer de nouvelles cellules terroristes qui se formeraient? Si j'avais un système, disons, qui fonctionnait, ça se saurait quelque part, quelqu'un l'aurait déjà trouvé. Et on fait quoi? On surveille les mosquées, les salles de sport C'est un peu caricatural, mais pendant des années, c'est vrai que le renseignement nous a permis, ainsi qu'en France, parce qu'on a toujours travaillé, contrairement à ce que certains pensent, en bonne intelligence avec le service français, on a réussi à démanteler pas mal de réseaux. Donc on faisait ce qu'on appelle le travail proactif. Donc maintenant, il faut bien dire que dans les 3 dernières années, on a fait du travail réactif, donc l'échec après l'attentat. Et finalement, toute la jeune génération d'enquêteurs n'ont jamais connu que du travail réactif. Maintenant, il faut réinventer la proactivité quelque part. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il faut être imaginatif quelque part. Et il faut que la loi nous donne de l'espace pour ça aussi, ce qui n'est pas tout à fait évident en Belgique. Et est-ce que vous attendez quelque chose de l'Europe? Vous avez en face de vous un responsable européen. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Un député n'est pas un responsable. Vous vous sous-estimez, Bernard Guetta. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que dans un phénomène comme le terrorisme, la coordination, c'est quelque chose d'indispensable. Mais le terrorisme ne se traitera jamais comme d'autres matières, comme le stupéfiant ou la grande criminalité, parce qu'il y a parfois de la base politique, excusez-moi l'expression, qui vient se mêler à tout cela, et des choses qui sont primordiales pour un État ne le sont pas nécessairement pour l'autre. Là, je suis un petit peu impertinent, mais j'assume. Bernard Guetta, c'est vrai que la sécurité, ça reste une prérogative des États. Ce n'est pas la responsabilité de l'Europe. Certainement pas du Parlement, un peu de la Commission quand même par les politiques qu'elle propose et qu'elle met en place. C'est certainement, en revanche, une responsabilité du Conseil européen, c'est-à-dire de l'Assemblée des 27 chefs d'État et de gouvernement qui devraient en tout cas mettre en place des politiques communes en la matière. Daesh a perdu la bataille sur le terrain en Syrie. Écoutez, voilà, vous le dites, Daesh a perdu la bataille en Syrie, en Irak, pour l'instant, mais des Daesh n'ont pas perdu la bataille partout, notamment pas dans le Sahel, et on peut malheureusement, je ne voudrais pas faire cette prophétie, mais on peut craindre que des formes d'islamisme aussi violents et aussi invraisemblables en vérité, c'est quand même des gens qui ont réinventé l'esclavage, c'est quand même pas banal, c'est quand même effarant. Absolument effarant. Mais on peut craindre que des formes aussi violentes et effarantes ne renaissent dans des pays ou des régions musulmanes d'Asie. Alors, autre question du moment, que faut-il faire avec les enfants, leurs mères, les djihadistes qui sont en Syrie? Est-ce qu'il faut les rapatrier ou non? Moi, je suis un légaliste, en fait. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le terroriste, lui, crée de l'émotion et finalement, les gens, ils pensent avec leurs hormones et plus avec leurs neurones, pour reprendre une de mes expressions favorites. Et dans cette occurrence-là, quand on me demande, tiens, est-ce qu'il faut ramener ces gens qui font des procès contre nous pour qu'on les rapatrie, mes hormones ont tendance à dire qu'ils restent bien là. Mais quelque part, à partir du moment où légalement, ils ont le droit de revenir, ils doivent revenir, point à la ligne, c'est tout. Maintenant, les laisser sur place, c'est clair que ça crée quand même de gros problèmes
à gérer pour le futur, mais les ramener, par exemple, en Belgique, je ne sais pas si on est prêt, disons, à assumer. Parce que si on amène les enfants, ça va être compliqué, en tout cas, de ne pas ramener les mères, puisque c'est un petit peu le débat qu'il y a avec les Kurdes. Et là, on entre dans des difficultés au niveau procédure qui sont quand même, chez nous, très complexes. Bernard Guetta, le Parlement européen a voté une résolution demandant le rapatriement des enfants de Syrie, mais on ne dit rien des mères et des djihadistes eux-mêmes. Je crois que le cœur a parlé, que le cœur interdit de laisser des marmots de 4-5 ans qui n'ont rien fait au monde, les malheureux, que de les laisser dans des camps où ils crèvent de faim, ils meurent de faim, de maladies et de guerre bientôt de nouveau, évidemment. Et en plus, si on les laisse là, mais ceux qui survivent deviendront évidemment nos pires ennemis parce qu'ils nous en voudront et ils auront toutes les raisons de nous en vouloir. Alors évidemment que les enfants, il faut les rapatrier. Évidemment, je pense que les mères, il faut les rapatrier avec les enfants. Les pères, ceux qui ont été des combattants et qui ont commis des abominations. Bien écoutez, je vais risquer une phrase un peu délicate. S'ils avaient été tués au combat, le problème ne se poserait pas aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé des attentats islamistes, mais il y a un autre danger aujourd'hui, ce sont les attentats d'extrême droite, comme celui qui s'est produit dans la ville de Hannover, en Allemagne, il y a quelques semaines. Monsieur Briard le disait à l'instant, les musulmans n'ont absolument pas, et pas même les islamistes d'ailleurs, n'ont absolument pas le monopole du terrorisme. Bien d'autres causes ont engendré, provoqué, suscité le terrorisme dans l'histoire, et aujourd'hui même, sous nos yeux. Ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, avec une extrême droite qui est passée à la violence et qui est passée au terrorisme, est une chose absolument affolante, parce qu'il y avait déjà une extrême droite qui était passée. Dans quelle dimension? Au terrorisme en Norvège, ça s'est produit dans d'autres pays. Oui, évidemment qu'il y a là un immense danger qui s'ajoute à l'autre. Le terrorisme d'extrême droite, un nouveau danger? Bien sûr, moi j'ai coutume de dire que je crains plus le simplisme en général que l'islamisme, qui est un simplisme en particulier, et les simplismes se nourrissent les uns des autres. Donc le problème de l'islamisme, de la migration, etc., engendre le populisme, qui engendre l'extrême droite, etc. Donc tout ça, finalement, se tient, et tout ça est lié quelque part. Bien sûr. Et c'est clair que l'extrême droite, mais l'extrême droite est assez désorganisée. Ça, c'est un petit peu la chance qu'on a encore, en tout cas chez nous en Belgique. Mais je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des problèmes avec cette mouvance. Et plus, évidemment, on met en exergue l'islamisme, etc., plus on fait monter, bien sûr, une réaction. C'est ce qu'ils souhaitent, en fait. Donc, les penseurs salafistes, ce qu'ils veulent, c'est la séparation du monde, ce qu'ils appellent al-Oula al-Bara en arabe. Donc, l'alliance et le désaveu, c'est exact. C'est pour ça qu'en se disputant entre nous, finalement, on va exactement dans le sens qui cherche à nous faire... Mais ces gens-là, vous avez tout à fait raison, veulent nous pousser à une guerre des civilisations. C'est ce qu'il faut refuser. Il ne faut pas tomber dans ce piège, évidemment pas. Bernard Guetta, vous avez à votre droite 2 enveloppes. L'une avec la bonne question et l'autre avec la mauvaise question. Il y a Milou qui est dessus, mais je vais bouger Milou. Est-ce que vous prenez la bonne ou la mauvaise question? Oh, Monsieur Briard avait pris la mauvaise, alors je vais prendre la bonne. Vous prenez la bonne question. Peut-être que ça n'a rien à voir avec la thématique qu'on a abordée. Bon, vous la lisez j'espère que à haute voix. Bonne question ne sera pas trop embarrassante. Au nom du climat, faut-il sacrifier le Parlement européen de Bruxelles ou de Strasbourg? Il faut rappeler qu'il y a une transhumance entre Strasbourg et Bruxelles. Ça coûte très cher. C'est effectivement plus de 100 millions d'euros. Il faut un siège unique. Oui. Mais lequel? Vous gardez lequel? Vous êtes français, vous gardez Strasbourg? Je suis français, je garderai Bruxelles? Strasbourg. Je suis européen, je garderai Strasbourg aussi parce que c'est un magnifique symbole. Mais il y a d'autres arguments. On pourrait installer à Strasbourg demain, par exemple, l'état-major de la future armée européenne. Ça serait un tout aussi beau symbole. Et
très, 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 très important pour Strasbourg, je pense, plus qu'une session du Parlement par mois. On pourrait installer à Strasbourg aussi 3 ou 4 grands campus d'excellence qui seraient pan-européens. Il ne faut pas rester figé. Il faut, c'est ça l'essentiel, que Strasbourg reste une capitale essentielle de l'Union européenne. Premièrement, avec le Parlement ou avec autre chose. Et deuxièmement, il faut un siège unique. Bernard Guetta, Alain Grignard, merci de vous être arrêté à la Station Europe. Bernard Guetta, je signale le dernier livre que vous avez publié, L'enquête hongroise, premier d'une série avant l'enquête polonaise, italienne, autrichienne. Comme Tintin, vous faites un peu le tour du monde, en tout cas le tour de l'Europe. On va essayer. Voilà. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Station Europe. On parlera d'Europe et de chocolat bruxellois. Oh oh.